Alors merci d'être venu pour ce nouveau jeudi du cluster, rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, on va parler de tourisme équitable et solidaire. Alors vous demandez, enfin pour certains, vous devez également savoir de quoi il s'agit, mais peut-être aujourd'hui, on va approfondir le sujet. On va approfondir qu'est-ce que la notion d'équité et de solidarité dans le tourisme. Est-ce que finalement, c'est pas une vision d'occidentaux, un paradigme d'occidentaux, on verra ça tout à l'heure, les impacts et ses enjeux, et peut-être aussi comment savoir si le tourisme dans lequel on s'engage est effectivement un tourisme équitable et solidaire. Et moi j'avais envie, quand j'ai pensé à ce sujet-là, j'ai pensé à une petite vidéo qui est très courte, vous allez voir, mais moi ça m'a appelé des choses comme ça. J'y vais. Qu'est-ce qu'il est joli. Hier après-midi, j'ai accouché ici, toute seule. Et puis, elle a proposé qu'on l'appelle Zabou. Avec Zabou Bretman chez les Nyongatom d'Éthiopie, les émotions se partagent en terre inconnue. Le 8 mai sur France 2. Voilà, donc vous avez reconnu peut-être l'émission Rendez-vous en terre inconnue qui est diffusée assez régulièrement sur France 2. Est-ce que ça, c'est une forme de tourisme équitable et solidaire ? Alors parmi toutes les questions que je vous ai posées, j'espère que René Caspar, qui nous a rejoint de Toulouse, de la Ville Rose, va pouvoir nous aider à y répondre. Alors vous vous demandez qui est cet homme. J'ai pris des notes parce que même s'il n'a pas envie qu'on dise ça, il a un parcours assez impressionnant et des expériences assez enrichissantes. Vous avez donc une formation, vous m'avez dit, d'économiste et de statisticien. Donc là, on se rejoint un peu puisqu'on fait à peu près le même métier. Peut-être que j'irai vers vos univers un peu plus tard dans ma vie professionnelle. Vous, votre vie professionnelle, vous l'avez orientée sur le développement durable et la valorisation économique du patrimoine. Et ça pour un nombre important d'organisations et sur des territoires aussi assez divers. Je pense notamment aux Balkans, où vous avez effectué de nombreuses missions d'appui de conseil et également la même chose en Albanie. En Catalogne, vous avez travaillé et agi pour le réseau culturel Terre Catalane, pour qui vous avez élaboré une stratégie de développement du patrimoine monumental et culturel. C'est bien ça ? Ensuite, vous êtes allé dans le Vercors, alors peut-être pas pour aller sauter à l'élastique comme Bachung, mais vous avez sévi pendant 10 ans là-bas pour le compte de l'AFRAT. Alors là, je suis obligé de lire. L'AFRAT, c'est l'Association pour la formation des ruraux au métier du tourisme. Vous êtes également intervenu sur des problématiques de tourisme rural, notamment sur des missions d'études, d'animation et de suivi pour la DATA. Là aussi, je suis obligé de lire. C'est la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire, à l'attractivité régionale, et également pour le réseau de tourisme de la DGER, qui est la Direction Générale des Études et de Recherche du ministère de l'Agriculture. Ensuite, car tout ça, ça ne vous a pas suffi, manifestement, pendant 5 ans, vous étiez directeur du plan des études et de l'aménagement du territoire en conseil régional. Là, on pourrait se dire, ça va lui suffire. Non. Il continue, puisque vous avez fait aussi toutes ces expériences, tout ce savoir-faire, toutes ces compétences, vous l'avez mis au profit d'actions de formation, et notamment vous avez monté une spécialisation stratégie territoriale et action locale dans votre région, à Toulouse, à l'université, à l'école d'ingénieurs de Purpan. Et maintenant, vous me dites vous êtes à la retraite, j'ai du mal à y croire. Maintenant, vous intervenez auprès d'une organisation qui s'appelle Sol et Civilisation et vous en êtes membre du comité d'orientation. Donc avant de vous passer la parole, René, je vais passer la parole à une femme de savoir, de sagesse, qui va nous donner une vision académique de votre sujet. Merci. Donc, avec le tourisme solidaire, nous entrons dans un monde généreux mais complexe.
J'en veux pour preuve le site web de l'Association pour le tourisme équitable et solidaire qui, à la rubrique définition au pluriel, nous décline tour à tour le tourisme équitable, le tourisme solidaire, le tourisme social, l'écotourisme, le tourisme durable et le tourisme responsable, soit 6 variantes. Ces tourismes ont 2 points communs. Ils sont alternatifs au tourisme standardisé et industriel et ils répondent aux exigences du développement durable. Mais alors pourquoi tant de dénominations, sachant que tous se retrouvent dans le terme générique de tourisme durable ? En fait, on commence à y voir plus clair lorsqu'on distingue d'une part le tourisme durable comme pratique et d'autre part le tourisme durable comme valeur. Dans la catégorie du tourisme durable comme pratique alternative, on trouve le tourisme de nature, l'écotourisme, le tourisme culturel, le tourisme communautaire, le tourisme rural, le slow tourisme. Il s'agit de voyager responsable vers des espaces naturels à conserver, préserver et vers des populations locales dont il faut assurer le bien-être. Vu sous l'angle des valeurs, le tourisme durable renvoie aux notions de soutenabilité écologique, économique, sociale, de solidarité, d'équité, de responsabilité, de partage. C'est donc sous ce prisme des valeurs qu'il convient d'envisager le tourisme solidaire. Ce tourisme est né de la décolonisation dans une logique nord-sud. Selon l'Association pour le tourisme équitable et solidaire, il met au centre du voyage l'homme et la rencontre et s'inscrit dans une logique de développement des territoires, l'implication des populations locales dans les différentes phases du projet touristique, le respect de la personne, des cultures et de la nature et une répartition plus équitable des ressources générées sont les fondements de ce type de tourisme. Se pose la question de savoir si nous sommes en présence d'un nouveau marché. À l'évidence, ce marché est encore très étroit. En 2010, 4527 touristes ont acheté un voyage solidaire pour un chiffre d'affaires de près de 6,5 millions d'euros. 36% de ce chiffre d'affaires ont été affectés à l'achat de billets d'avion, 22% pour le fonctionnement des voyagistes qui organisent et vendent des voyages, soit une trentaine d'acteurs, tous statuts confondus. 38% du chiffre d'affaires vont à l'achat de prestations locales d'accueil et 4% pour financer des projets de développement décidés et gérés par les communautés d'accueil. Depuis 2006, 20 000 personnes ont voyagé solidaire et ont contribué à financer près d'1 million d'euros d'aide au développement dans les destinations visitées. Le proverbe ne dit-il pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières ? À défaut de nouveaux marchés, ne serions-nous pas plutôt en présence d'un concept rattrapé par le marché ? Le modèle économique du tourisme solidaire se manifeste surtout à destination, lorsqu'il s'agit de doubler le voyage d'une action de développement local. La différence est aussi marquée au niveau des choix des prestataires et des partenaires locaux qui ne sont pas forcément issus du secteur du tourisme. Mais pour le reste, le tourisme solidaire reste du tourisme d'agrément. En fait, le tourisme solidaire, c'est d'abord une succession d'intentions de solidarité, affichées à 3 niveaux. Celui des touristes, celui des opérateurs touristiques et celui de l'action collective. C'est ensuite un engagement, celui des modes de financement de l'aide au développement hors emprunt bancaire. C'est enfin une promesse, celle du développement durable des destinations visitées. Le tourisme solidaire met le tourisme et le touriste au carrefour de l'action sociale et au cœur d'un financement de développement local. Crée-t-il des emplois stables ? Les populations locales sont-elles réellement impliquées dans la conception, dans la réalisation et dans la conduite des activités touristiques ? Plus fondamentalement, s'inscrit-il dans une dynamique territoriale de développement ? Les questions restent ouvertes. Il faut donc bien garder à l'esprit que le tourisme, aussi durable et solidaire soit-il, n'est pas un facteur de développement, il est un levier de développement. À ce titre, il doit reposer sur un projet de territoire, s'adosser à des acteurs du développement local. Le tourisme solidaire nous rappelle que même dans le tourisme, la pensée et la réflexion peuvent conduire l'action et faire sens. Comme l'écrivait sagement Henri Bergson, il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Merci. Merci Nathalie. Alors René, on parle de tourisme équitable, solidaire, social, d'écotourisme, de tourisme durable, de tourisme responsable. On parle de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et alors, est-ce que le tourisme il peut être solidaire ? Bon, tout a été dit, pratiquement. Non, ce dont je voudrais parler, c'est déjà rappeler quelques données concernant qu'est-ce que c'est que le tourisme, et notamment le tourisme de découverte.
Et puis ensuite poser un certain nombre de questions sur le tourisme solidaire et sur ce que je considère être les véritables questions. Alors en ce qui concerne oui voilà, en ce qui c'est gênant d'être à l'envers par rapport. Bon, en ce qui concerne le tourisme, juste quelque chose rapide. Bon, on vend du rêve. Hein, et on vend du rêve, et ce qui se rapproche le plus de la vente des produits touristiques, c'est la vente des voitures. Ça répond au même phénomène, y compris pour les remonter en gamme. C'est-à-dire, c'est ostentatoire, on veut pouvoir en parler, on veut à travers ça être quelqu'un. Alors, je ne suis pas sûr que le tourisme solidaire fasse rêver. Bon, on creusera la question tout à l'heure. C'est donc déjà, on voit tout de suite sur des catégories de socio-style très particuliers. On a une mutation depuis déjà pas mal d'années sur des vacances vers les loisirs, et ces loisirs sont par nature quand même plutôt égoïstes, parce que les territoires sont le terrain de jeu de ces loisirs. Donc là aussi, il y a beaucoup pour rapprocher l'idéologie du tourisme équitable et solidaire de la réalité du tourisme de loisirs. Maintien du haut, nouvelle clientèle, nouvelles possibilités. C'est un secteur en concurrence accrue où la moitié des produits de demain, on ne les connaît pas aujourd'hui. Donc là aussi, extrêmement difficile d'insérer ce type de tourisme très particulier dans les logiques dominantes d'évolution du tourisme. Alors, pour moi, ce qui se rapproche le plus du tourisme solidaire et équitable, d'ailleurs ça a été dit, c'est le tourisme territorial qu'on appelle aussi le tourisme de pays. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose dans la mesure où vous voyez que par exemple en France, le tourisme de pays, c'est transversal par rapport à toutes les destinations. Vous avez du rural profond, vous avez de la montagne, vous avez du balnéaire, vous avez de l'urbain, une indication qui monte. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui visitent en tant que telles des villes, et à l'intérieur des villes, des choses qui se passent. Par exemple, les gens viennent à Toulouse, ils veulent aller visiter Airbus, etc., etc. Bon, donc vous voyez que ça soit en termes de produits ou en termes de destination, c'est pas simple. Oui, je me suis amusé sur les produits de pleine nature à faire une petite psychanalyse de ces produits, parce que le produit de pleine nature est réputé comme étant proche des milieux accueillants. C'est pas vrai. Enfin, de mon point de vue, pas plus qu'autre chose. Hein. C'est même le tourisme de pleine nature, c'est en fait à la limite un monde de dupes, puisque les gens viennent chercher dans ce type de tourisme ce qu'ils n'ont pas dans leur vie. Vous savez, quelle est la clientèle pour les produits haut de gamme du tourisme de découverte? C'est les cadres supérieurs. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans ce type de tourisme? Une référence absolue. C'est-à-dire, ils sont habitués à être jugés parce qu'ils ont augmenté le chiffre d'affaires de leur boîte pour toute une série de raisons, et puis ils sentent bien que l'humain, et ce qu'il pèse et ce qu'il valent réellement, c'est autre chose. Donc ils veulent se confronter à l'absolu, que ça soit la montagne ou la mer. C'est ce qui a fait, par exemple, le succès d'un truc comme le raid de Gauloise Bleue. Bon, le gars qui a créé le raid Gauloise Bleue disait je vends de l'aventure, mais l'aventure ne se vend pas. On se met en position de la rencontrer. C'est très différent. Vous voyez? Alors, vous voyez, de première colonne, le vécu. Bon, c'est ce que les gens vivent dans leur quotidien. Ils sont sédentaires, ils sont sécurisés.
Ils sont dans la vie artificielle, au bureau, en voiture, etc. Ils sont des pions, et tout ça amène à un certain malaise. Bon. Et donc, ils vont chercher là-dedans des valeurs d'autonomie, de dépassement de soi, retrouver des racines. Maintenant, retrouver les racines, c'est une indication qui disparaît. Ça marchait tant que les enfants avaient leurs parents encore dans le monde rural ou dans des espaces comme ça. Maintenant, ce qui a remplacé les racines, c'est la recherche du sens. La reconnaissance, le bien-être. Et alors, ce qu'on leur propose, on va leur proposer, comme image, le voyage, l'aventure, je pourrais presque mettre un 1 majuscule, le naturel avec un N majuscule, l'authenticité, la forme. Et puis en fait, ce qu'on va leur vendre, c'est des produits exotropiques, c'est du sport, du trekking sauvage, c'est des sites et des espaces de qualité, c'est de la découverte, c'est de la santé et de la remise en forme. Alors, pourquoi je vous présente ça? C'est parce que derrière toute demande, le tourisme, c'est l'image inversée du monde du travail. Bon, quelqu'un qui est frustré dans son travail, il va essayer de trouver un produit qui le défrustre, entre guillemets. Quelqu'un qui est sédentaire, il va essayer de faire du sport. Vous savez, ces gens qui font du sport pendant deux semaines l'été, ils achètent ensuite un appareil pour faire du sport chez eux, et au bout de 15 jours, l'appareil est dans l'armoire et ne sert plus. Ben, c'est ça. Alors là aussi, si je vous donne, vous voyez, je vous donne des aspects différents de la complexité du tourisme, simplement pour vous faire réfléchir, le tourisme solidaire et équitable, il est où là-dedans? Il répond à quel fantasme? Alors on va en parler. Le suivant. Alors, sous des appellations variées, déjà la terminologie même est intéressante. Hein? Alternatif, autre. Bon. Rencontre. Respect des cultures. Qu'est-ce que c'est que rencontrer l'autre? Pendant une semaine, quand vous êtes d'un autre milieu, quand vous allez dans un autre pays, quand vous êtes confronté à une autre culture, quand vous êtes les riches qui venaient chez les pauvres, parce que quand je dis les riches, c'est entre guillemets, chez les pauvres, c'est entre guillemets, quand même quelque part, vous êtes ceux qui amenaient des moyens financiers à un milieu qui travaille et qui les attend. Bon, alors ça pose la rencontre quand même dans un rapport extrêmement particulier. J'en veux pour preuve, par exemple, je ne compte pas le nombre de fois où on m'a raconté ce genre d'histoire. Vous allez dans un produit touristique, bon, par exemple au Maroc, je prends le Maroc, je pourrais prendre des tas d'autres pays. Bon, vous êtes plein de l'envie de rencontrer les populations locales, de discuter avec elles, de comprendre, de partager. C'est un marché de dupes. Pour les gens localement, vous êtes le riche qui doit leur permettre de faire vivre une famille. Et donc là où vous voulez la rencontre, eux, physiquement ou mentalement, ils tendent la main en disant « Bon, c'est très bien tout ça, discussion, etc. Mais nous, on a besoin de faire vivre. » Alors, vous en sortez comment? Alors, vous allez donner un pourcentage pour des programmes de développement, notamment sanitaires. Vous emmenez avec vous, d'ailleurs, le tour opérateur vous l'a recommandé, de l'aspirine et quelques autres médicaments parce qu'il manque de tout. Vous distribuez ça. C'est sans fin, parce que vous avez épuisé vos stocks en 2 minutes, et vous avez toute la population qui attend, et pourquoi pas moi, etc. Enfin, dès le départ, il y a un décalage, il y a un gap impossible entre les deux. Respect de l'environnement et des ressources, d'accord, de la part que vous pouvez respecter. Hein? Sachant que très souvent, vous allez dans des milieux qui n'ont aucune culture de la protection
de l'environnement et des ressources. Je vois un collègue avec qui j'ai travaillé en Albanie, il pourrait en dire pas mal sur la protection des ressources dans ce joli pays. Vous avez alors participation locale et solidarité financière. Oui, bah oui, vous donnez... bon, c'est pas plus bête que de donner à une ONG. Hein. C'est pas mieux, pas pire. Vous faites... bon, voilà. Alors, concrètement, parce que vous ne faites pas d'illusions, je ne suis pas en train... Je me pose des questions. Je ne suis pas contre le tourisme solidaire et c'est pas le problème, mais je me pose des questions. Alors, ce type de tourisme s'exprime concrètement par un autre rapport aux accueillants. Bon, je pense que cet autre rapport, on ne peut pas aller très loin, parce que pour avoir réellement un autre rapport avec des accueillants, il faut vivre dans le pays pendant 1 an, 2 ans minimum, et encore. Hein, pour commencer à comprendre les schémas culturels de ces gens-là, approcher ces schémas culturels avec une véritable ouverture, c'est-à-dire ni une suffisance, ni le fait de tout gober, parce qu'il n'y a pas de culture meilleure que les autres, hein, et les gens, ils vous présentent toujours le bon côté de leur personnalité, mais c'est des combinards et des salauds comme tout le monde. Hein. Donc, c'est pareil. Vous allez avoir une participation aux projets locaux, mais aucune maîtrise de ces projets locaux. Qui conduit ces projets? Pour faire quoi? Qu'est-ce que ça amène aux gens? Vous n'en savez rien. Vous donnez 100 balles et puis terminez, et vous partez. Vous allez avoir un partage des responsabilités des emplois. Encore faut-il qu'il y ait des programmes de formation des populations locales qui leur permettent de maîtriser un minimum les choses et de garder sur place un minimum de retombées financières, et on est loin du compte. Souci des retombées locales, exigence de consommation responsable, etc. Alors, quoi en penser? C'est louable, c'est mieux que rien du tout. Hein? Partons bien de ça. Bon. Ça peut amortir. Je ne suis pas sûr. J'ai mis ça pour vous faire plaisir, mais je ne suis même pas sûr que ça amortisse le choc entre les milieux. J'en crois pas un mot, fondamentalement. Parce que l'écart est trop grand. La rencontre, la découverte mutuelle, c'est un long chemin. Et pas un voyage de 15 jours. Mais donc la réalité reste. Les oppositions, vous êtes les gens qui viennent pour leur loisir face à des gens qui travaillent. Vous êtes des gens qui avaient de l'argent, qui viennent dans un milieu qui attend de l'argent. Vous êtes souvent des urbains qui vont dans des milieux essentiellement ruraux, etc., etc. Alors, dans ce contexte, la rencontre, l'équité, la solidarité, je vous pose la question. On est sur des notions, pour moi, morales, voire idéologiques, qui viennent de loin. Ça vient de ce qu'on appelait, quand moi j'étais jeune, donc il y a bien longtemps, le tiers-mondisme, dans les années 60. Hein. Donc ça vient de très loin, ça. Hein. Et en fait, équité, solidarité, voilà, je vous ai classé les affirmations de principe. Alors au niveau idéologique, on parle de partage et de souci de tous. C'est idéologique. C'est purement idéologique. Dans ma bouche, c'est pas péjoratif, idéologique, mais on est loin de la pratique. Hein? Bon, réciprocité, juste répartition, c'est moral. Bon, c'est pas un produit touristique. C'est une préoccupation morale qu'on peut avoir, que beaucoup n'ont pas, ou que certains pensent avoir dans une espèce de caricature de réciprocité.
En droit et en économie, l'équilibre des échanges et le rééquilibrage, c'est du droit et de l'économie. Comment, au niveau des processus, on arrive à ce rééquilibrage et à cet échange. Et puis le co-développement et le problème des surcoûts, ben, c'est en pratique comment on fait. Comment on fait? On préconise de faire du co-développement, on préconise de payer un surcoût. Alors, en fait, moi je pense que les véritables questions, on les frôle là. La première question, c'est celle du développement durable. Encore faudrait-il qu'on soit au clair sur le développement durable. Or là encore, c'est un fourre-tout, en France et en Europe. Je n'ai pas eu le temps de venir avec l'agenda 21, etc. J'aurais pu vous distiller certaines bonnes pages, mais disons qu'il y a au minimum 3 types de stratégies qui sont limite contradictoires, au moins au premier degré. L'économie des ressources et le développement d'activités viables. Alors, les gens qui travaillent sur des ressources vous disent, OK, on est pour la limitation des ressources, mais qui c'est qui va payer le surcoût? De trouver des produits de substitution, etc. Ça, c'est la logique des entreprises. Jusqu'à une période récente, l'ensemble des entreprises à qui on demandait des efforts dans le domaine du durable disaient, OK, combien vous nous donnez? Et puis, d'accord, à condition que ça ne mette pas en cause notre viabilité. Depuis que l'économie verte est une indication communicative intéressante, les choses évoluent un peu. Mais il faut voir pourquoi. C'est parce que certains tirent les marrons du feu au niveau de la publicité qu'ils peuvent faire là-dessus. Deuxième stratégie, c'est la stratégie de la satisfaction des besoins et du développement social, équitable et solidaire. On y est. Alors ça, c'est la tendance, non pas des économistes, c'est la tendance des tiers-mondistes et de ceux qui ont pris la relève. Hein. Deuxième, alors, satisfaction des besoins intra- et intergénérationnels. Hein. Alors, dans des pays pauvres, on arrive, pas à faire, à satisfaire intra, et intergénérationnel, c'est encore plus compliqué. Et troisième axe, c'est le respect du vivant et la préservation des éléments qui permettent la vie demain. Alors là encore, on est loin du compte. Et donc, c'est déjà quand même un début de contenu à donner au tourisme. Essayez de voir dans le tourisme durable et solidaire, qu'est-ce qui peut se référer à ces 3 stratégies du durable. Un second aspect, c'est la coproduction. Bon, mettre en place des chantiers de développement gérés effectivement par les populations locales, ce qui veut dire un long travail, un long chemin, avec de l'appui conseil, avec de la formation, avec des moyens d'investissement, poursuivis sur un certain nombre d'années. Ce petit tableau, dans le domaine du tourisme, ça retrace l'histoire d'un territoire français, à savoir le Vercors, très précisément. Le Vercors, au point de départ, c'était un tourisme imposé, c'est-à-dire il y avait des ressources touristiques, un plateau, des possibilités de sport de glisse, des possibilités de découverte d'été. Donc le tourisme s'est imposé au Vercors, que ça plaise ou non aux populations locales. Retour au tourisme équitable et solidaire. Il ne faut pas oublier que le tourisme, il s'impose toujours aux populations locales, que ça leur plaise ou non. Le Hogar, c'est un must, que ça plaise aux quelques personnes qui habitent au Hogar et dans le coin ou non, eh bien, il y a un contingent de touristes, tous les gens, dans le Hogar. Bon, donc tourisme imposé, avec donc des activités subies et une économie passive. Qu'est-ce que c'est qu'une économie passive? C'est
travail partiel, du travail saisonnier, du travail bas de gamme, en gros, femmes de ménage dans les hôtels, c'est donc des fonctions et des tâches bas de gamme. Bon, ça a été le départ, où les gens venaient notamment depuis Lyon et Grenoble en voiture, ils achetaient tout à Lyon ou à Grenoble, ils louaient les skis à Grenoble ou à Lyon, ils montaient, ils faisaient leur trekking sauvage, ils allaient prendre un café, ils laissaient les papiers gras et ils repartaient. Bon. Les gens se sont organisés dans le Vercors parce qu'il y avait une identité forte en disant on peut faire mieux. Et donc ils ont commencé à aménager l'espace. Ça va de faire des parkings en entretenant les pistes de ski de fond et puis en même temps en faisant marcher progressivement le tiroir caisse. C'est-à-dire que tout ça soit payant. Aménagement de l'espace, donc du bien collectif. Création d'une économie locale opportuniste, des activités induites, notamment l'hôtellerie et la restauration, mais aussi la location de ski, etc. Et puis, progressivement, nouveaux métiers, nouvelles activités, par exemple, accompagnateur de moyenne montagne, guide de haute montagne, moniteur de ski, etc. Donc, mettre en place les formations qui permettent de... On arrive donc à un tourisme accepté avec des activités nouvelles et une économie volontariste. Et enfin, dernier stade actuel, on a une mise en valeur et une protection de l'espace. Pour les gens qui vont dans le Vercors, c'est quelque chose qui est extraordinaire à voir. La protection très forte qu'il y a locale des espaces. Élévation des compétences et valorisation de la ressource humaine, c'est les gens du coin qui ont pris presque l'intégralité des métiers, hein, c'est très clair, et qui les transmettent à leurs enfants, et prise en compte du patrimoine et de la culture locale. Bon. Ben, pour faire ça c'est un chemin de 25 ans. Pour gravir le premier stade, passer du 1 au 2, c'est 7 à 10 ans. Bon, alors en quoi le tourisme équitable et solidaire peut intervenir là-dedans? C'est une question ouverte. Mais c'est bien autre chose que de donner 100 balles sur le séjour qu'on conventionne avec un tour opérateur. Oui, alors, en fait, ce qu'il faut arriver à faire, et c'est ça qui fait 20 ans de travail, c'est travailler sur la communauté d'accueil, sur les éléments forts qui permettent de structurer la proposition de découverte d'un territoire. Et ces éléments forts, c'est quoi? C'est un espace vécu, perçu, approprié, donc qui offre une communauté d'accueil forte, fière de ce qu'elle est. Hein, on ne fait pas du développement avec des gens couchés, on fait du développement avec des gens fiers de ce qu'ils sont et debout. Donc il y a déjà beaucoup à faire souvent là-dessus. Un patrimoine, et pas saccager ce patrimoine, mais l'insérer dans un ensemble, un environnement également à protéger. Ça, c'est des choses vendables qui font partie de la proposition de vente d'un territoire. Des hommes qui ont une histoire, des traditions, une culture, une identité, des savoir-faire. C'est ça l'aspérité communicative qui fait que votre tourisme n'est pas délocalisable, que ce qui se fait à un endroit ne se fait pas totalement de la même manière ailleurs. Donc c'est fondamental de travailler, de retravailler, de surtravailler ces éléments-là. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement territorial de projets. Bon. Et puis des activités qui répondent aux besoins des touristes. Et l'indication pour ce type de tourisme, c'est l'imaginaire, l'émotionnel, le ludique. Donc il faut travailler l'imaginaire, le ludique, l'émotionnel. Oui,
c'est la même chose dite différemment, c'est-à-dire que vous allez travailler, ce qui type le produit, ça va être la valorisation d'un gisement touristique, la valorisation d'initiatives, la valorisation d'un patrimoine. Et donc vous allez découvrir un pays, au-delà des loisirs qu'il permet. C'est ça qui est important, derrière le loisir, découvrir le pays. Là où on retrouve l'ambition du solidaire et écotourisme. Découvrir un pays, rencontrer une société au-delà des services qu'elle propose, hein, et trouver du sens au-delà de l'identité locale, prendre appui sur l'identité locale qui a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Je ne sais pas où on en est en termes d'heures. Oh, le luxe. Bon, alors, j'aurais su, je me serais étendu. Je reprends sous forme de produit, puisque quand même il faut bien parler de l'aspect marchand, qui est de fabriquer des produits vendables pour des segments de clientèle identifiés préalablement. Les éléments sur lesquels vous allez avoir à travailler et qui donc sont les éléments à protéger, à valoriser, à mettre en relation entre eux et avec tout le travail d'amont, c'est-à-dire déjà faire prendre conscience aux populations locales qu'ils ont ça, qu'ils ont ces choses-là. Et là encore, il y a sans doute dans le solidaire et l'écotourisme, etc., des pistes, plutôt que d'aller voir les beaux bambins de la maman africaine et puis leur caresser l'oreille et dire « Oh, qu'ils sont beaux ces enfants », comme dans la vidéo de début, s'intéresser à ça. Alors, le territoire, quelle identité ce territoire a? Comment rénover l'identité d'un territoire et ne pas la casser en arrivant? Comment valoriser un site? Quel accueil? Quelle intégration dans une communauté? La qualité des prestations, parce que qu'il s'agisse de tourisme solidaire, qu'il s'agisse de... Vous savez, on pardonne énormément de choses dans l'insuffisance des produits, dès lors qu'il y a un accueil vraiment qui vaut le coup. L'accueil fait passer beaucoup de boulettes. C'est un segment très sensible, qui coûte rien et qui rapporte gros. L'accueil, des aménagements, les initiatives, alors là c'est l'axe du professionnalisme. Alors par exemple, dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure du Vercors, alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais à l'époque où on a démarré la vogue du VTT, il y a un gars localement qui louait des vélos, qui s'est dit, mais après tout je pourrais, bon, d'une part me doter de VTT, c'était presque inconnu à l'époque, et puis petit à petit en fabriquer. Et il s'est mis à fabriquer des VTT. Donc il y a eu création d'une activité de production annexe à la dynamique touristique. Bon, alors les initiatives, c'est ça, des initiatives, c'est toujours savoir, je vous ai dit tout à l'heure, en matière de loisirs, 50% des produits de dans 5 ans, on ne les connaît pas aujourd'hui. Ça veut dire que l'imagination est ouverte. Regardez par exemple dans le domaine du ski, du surf, etc., tout ce qui a été inventé en l'espace de moins de 10 ans, et sur mer, et dans les airs, et sur terre. C'est fabuleux, c'est une dynamique absolument extraordinaire. Et une notoriété, créer une image forte, de manière à ce que progressivement, on ne vienne pas dans votre territoire pour faire des activités, mais on vienne dans le territoire et ce faisant, on fera des activités. Et puis, quand on est dans cette logique, très souvent, on vient parce qu'il y a des activités, mais on ne les fait même pas. Bon, on tourne. Enfin non, on ne tourne pas. Bon.
c'est un schéma que j'ai mis en œuvre, c'est un schéma d'enrichissement territorial de projet. C'est tout ce qu'il faut faire. La seule chose que j'avais au point de départ, c'était une thématique forte, à savoir c'était en Guyane, c'était les tortues luttes à Mana. Bon, donc comment passer de là à quelque chose d'autre qui fasse que les gens ne viennent pas en bus, regardent les tortues, écrasent les œufs, repartent. Ce qui était en gros ce qui se passait. Donc, trouver des thématiques fortes. Les tortues, c'est en fait un serpent, il y a d'autres serpents, et il y a d'autres animaux, il y a des activités économiques également, des savoir-faire locaux particuliers, un milieu humain, des Amérindiens, des communautés amérindiennes, avec une histoire, des coutumes, un habitat, une vie sociale, des savoir-faire, etc. Bon, donc, construire la proposition de découverte, progressivement. C'est un schéma, c'est une planification de 30 ans. Hein. Bon, ça. Et puis de l'autre côté, ça c'est le distractif. De l'autre côté, il y a le réceptif. Faire que le réceptif soit coordonné, cohérent avec ce qu'on fait de l'autre côté, et pas à côté. Et donc, par exemple, dans les magasins, on ne vend pas de la bain-bloquerie faite à Taïwan ou faite au Brésil. Mais retrouver des produits locaux à vendre, etc. Bon, donc, organisation de tout un tas de choses, création d'événements, voyagisme, hôtellerie, restauration, activités connexes, etc. Bon, tout ça, ça demande de l'argent, ça demande du temps, ça demande de la volonté politique. Bon, vous vous rendez bien compte que face à ça, le tourisme, l'écotourisme solidaire, c'est un innocent. Ils sont à côté, ils ne sont pas contre, mais ils n'ont pas idée de la complexité de ce qu'il faut faire. Et donc, moi je demande aux gens qui gèrent ce genre de tourisme de s'intéresser à ce genre de choses, parce que ça coince à tous les niveaux. Je peux vous dire que par exemple là, ça a commencé à coincer avec le parc de Guyane, qui avait dans un premier temps accepté que les Amérindiens soient formés pour devenir les moniteurs gardes du parc, et puis après, ont pris des métros. Bon, ça a coincé, ici, ça coince sans arrêt sur les normes. Parce que vous allez faire des hôtels, dire, bon, on va faire des carbets. Les carbets, ça ne répond pas aux normes sanitaires imposées par la France et par l'Europe, etc. Bon, et puis, c'est pas classable avec des épis ou des étoiles, parce que, bon, il n'y a pas le téléphone sur une table de nuit, il n'y a pas de sanitaire. Ça bloque de tous les côtés. Donc, gros problème. Alors, je termine en conclusion sur le fait qu'en fait, quand on fait du tourisme territorial et qu'on essaye d'aider les populations à maîtriser ce tourisme et à faire ce qu'il faut pour en avoir des retombées positives, retombées qui ne se limitent pas à l'aspect pécunier, à l'aspect argent. On va être obligé localement de rendre cohérents deux mouvements inverses, l'interne et l'externe. Au niveau interne, vous avez des acteurs locaux. Ces acteurs locaux, ce qu'on leur demande, ce qu'on va leur demander, c'est de valoriser des produits locaux, c'est de répondre à une demande de service, c'est de développer un territoire.
Ces deux diapos, je les ai faits, en fait, je les ai repris de mon expérience catalane, où c'était exactement ça le problème. Il y avait des grands sites. Ces grands sites, ils tournaient sur eux-mêmes. Il y avait des cars qui venaient, qui visitaient, qui repartaient. Bon, et donc c'est posé le problème, comment faire que les grands sites soient le moteur et participent au développement local. Donc il y avait un aspect interne qui était d'arriver à valoriser des produits locaux, par exemple faire une boutique de vente des produits alimentaires locaux de qualité dans le musée ou des choses comme ça, de répondre à une demande de service, donc que les hôtels, les restaurants, tout le monde se mettent beaucoup plus à l'écoute de ce que demandent les touristes et de ce que demande ce type de clientèle, et puis à travers ça, développer progressivement un territoire par effet de chaîne et par effet de tout un tas d'activités induites. Et puis de l'autre côté, il y a l'aspect externe, on appelle ça les acteurs du local. C'est des gens qui ne sont pas au niveau local, mais dont les décisions s'imposent au niveau local. Et ces acteurs-là, eh bien souvent, ils agissent sans aucune cohérence avec les acteurs locaux. Parce que leur logique, leur stratégie, leur volonté ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, eux, par exemple, ils vont, les fonctionnaires du tourisme, ils vont demander à ce que les locaux s'intègrent dans des filières, par exemple, filières culturelles, bon, qui répondent à des caractéristiques précises, mais des caractéristiques précises qui ne sont pas du tout corrélées avec les possibilités locales. Hein. Ils vont demander qu'on réponde à une demande sur des marchés. Bon, localement, les marchés, qu'est-ce que c'est ? La demande, c'est quoi? Donc ça veut dire qu'au minimum, il faut mettre en place des formations que moi j'appelle de culture touristique pour apprendre aux gens localement qu'est-ce que c'est qu'un touriste, qu'est-ce que c'est qu'un produit, qu'est-ce que c'est qu'une demande, qu'est-ce que c'est, bon, etc. Et puis, ils vont demander la réalisation de résultats, de dégager donc de la valeur ajoutée et de ne pas être dans du tourisme assisté. Bon, alors, il faut faire du développement, c'est quelque part arriver à rendre cohérent ces deux logiques qui ne le sont pas naturellement. Alors, je ne sais pas si vous voyez le parti pris que j'ai mis dans mon propos, j'ai essayé de vous détailler un certain nombre de problèmes que je considère comme étant des problèmes majeurs pour que des populations locales retirent un bénéfice, à tous les sens du terme bénéfice, du tourisme, face à l'idéologie et à la morale du tourisme, de l'écotourisme solidaire et durable. Bon, pour vous montrer qu'il y a un écart très important avec d'un côté plein de bonne volonté, mais bon, de la bonne volonté très idéaliste, et puis de court terme, j'organise mon voyage une semaine cet été, et puis de l'autre côté, un mouvement de long terme, très difficile à mettre en œuvre, qui demande du temps, qui demande de la formation, qui demande de faire un chemin aux populations locales, et donc de mettre en œuvre une démarche, ce qui n'est pas facile quand on n'est pas du pays et qu'on vient de l'extérieur. Eh bien, merci. Je pense qu'on peut vous applaudir. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de questions dans la salle, ou si ce n'est des questions, peut-être des témoignages aussi d'entre vous qui ont peut-être vous-même été impliqués, je vais y aller si tu veux, qui ont été peut-être impliqués dans des affaires de tourisme solidaire, de participation, d'aventure. Oui, bonsoir.
j'ai entendu que vous aviez fait un séjour en Albanie. Or, ce pays est un pays totalement méconnu, c'est le pays européen peut-être le plus méconnu, et il a la particularité d'avoir vécu en autarcie pendant des décennies, avec une dictature, et donc un tourisme quasiment inexistant. J'aimerais savoir ce qui s'est passé depuis la libération de ce pays, comment le tourisme s'est créé, comment a-t-il évolué, et est-ce qu'il est similaire aux autres types de tourisme que l'on voit dans le monde. Merci beaucoup. Moi, je ne peux parler que ce que je connais. Donc, la zone où j'ai travaillé avec un collègue qui est d'ailleurs au fond de la salle. Dans la zone où j'ai travaillé, c'est la région de Korça. Donc une région qui traditionnellement accueillait des tourismes familial et des camps de jeunes. Donc ils avaient une tradition, une connaissance du tourisme et d'un tourisme assisté. Ah oui. Et d'un tourisme, j'allais dire, obligatoire. C'était les populations laborieuses méritantes qui avaient le droit d'aller dans les hôtels d'État et dans les gîtes ou l'équivalent local. Bon. Le tourisme au sens où on l'entend en Occident, dans ce coin-là, il n'en voyait que le pire, à la limite. Jean-Charles, tu me contredis si je dis des bêtises, à savoir, comme c'est la zone où il y a la Sixtine des Balkans et un patrimoine orthodoxe très important, en pays musulman d'ailleurs, il voyait des bus avec l'air conditionné, affronter les routes affreuses locales pour monter jusqu'à Voskopoje dans ces coins-là, descendre les gens, chercher la personne qui avait les clés des églises, faire visiter ces églises avec quelques lumignons faméliques qui permettaient difficilement de faire voir les fresques, au demeurant fort abîmées. Et puis, les touristes remontaient dans les bus et repartaient. Alors, voilà, première clientèle. Une clientèle qui n'apportait rien, puisqu'il n'y a même pas un produit dérivé, genre des photos de bonne qualité à vendre, il n'y a pas de ticket d'entrée, etc., etc. Bon. Deuxième type de clientèle, c'est les familles nombreuses qui avaient eu la tradition de ce tourisme rural et qui venaient, et qui viennent encore, et qui acceptent encore de s'entasser dans des chambres d'hôtel où, si vous avez à travailler, vous n'avez même pas un siège et une table, mais où il y a 4 lits pour qu'une famille entière puisse s'entasser dans une pièce. Alors, gros problème pour leur faire comprendre que ce tourisme-là, avec l'ouverture de l'Albanie et l'enrichissement progressif des gens, c'est un tourisme qui allait disparaître. Et notamment, gros problème avec le tourisme, enfin l'équivalent des chambres d'hôtes françaises, pour faire comprendre qu'il fallait peut-être anticiper et pas bâtir les chambres d'hôtes sur le modèle qu'avait prévalu du temps où on entassait les gens. Bon. Troisième type de tourisme, c'est du tourisme affinitaire de week-end. C'est une zone connue avec des paysages riants, agréables, de moyenne montagne. Et donc, tout Korça monte sur Voskopoje dans ce coin le week-end, mange à l'auberge ou chez un particulier, éventuellement dort la nuit et repart. Alors tenez, s'agissant de la restauration, c'est un pays où la restauration est très très bonne. C'est en fait le menu, alors faut pas leur dire ça, mais c'est le menu crétois ou gréco-crétois, enfin bon, avec beaucoup de crudité, de l'agneau, etc. Il n'y a qu'un seul problème, c'est que quand vous restez une semaine, vous avez midi et soir le même menu. Ah oui, d'accord. Bon.
Et là aussi, pour arriver à faire comprendre aux gens qu'ils vont commencer à intégrer de la variété, et puis la variété, ils vont peut-être tomber dans le travers en France. C'est-à-dire en France, il y a les auberges et tables d'hôtes. C'est indigeste. C'est super bon, mais enfin, vous y allez une fois, vous ne pouvez pas bouffer tous les jours à la ferme auberge, autrement vous crevez. Hein, c'est pas bon. Et puis il y a toutes les querelles corporatistes en France qu'on connaît, qui n'ont pas là-bas. Hein, c'est-à-dire la restauration qui dit ouais, les tables d'hôtes, ils ont des privilèges, etc. À côté de ça, j'ai vu notamment en Poitou-Charentes, qui est un pays où il y a beaucoup d'agrotourisme, où les hôteliers sont super intelligents, ils ont compris que de la même manière qu'on ne peut pas manger tous les jours en table d'hôte et en ferme auberge, on ne peut pas manger tous les jours à l'hôtel et au restaurant. C'est lassant. Hein. Et donc, ils s'affichent les adresses des tables d'hôtes, et quand les gens commencent à être lassés, ils disent « Vous pouvez aller manger ce soir à tel endroit, je passe un coup de fil, etc. » Bon, alors, autre tourisme. Les jeunes, beaucoup de jeunes qui ont connu les camps de jeunesse viennent, mais ils s'ennuient. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de produits de pleine nature. Ouais, j'arrête. Merci beaucoup pour cette réponse si développée. Merci. J'ai une question ici. Bonsoir, monsieur. Vous avez donc parlé du tourisme solidaire, mais je voulais vous poser une question parce que vous n'avez pas mentionné les missions humanitaires. Et ma question, ça serait, est-ce que ne sont-elles pas le format le plus adéquat entre une rencontre la plus naturelle possible entre autochtones et étrangers? Enfin, pourquoi? Quel est votre avis sur les missions humanitaires? Merci. On peut faire un carton, un joker. Non, les jokers n'existent pas ici. Bon. J'ai pas connu le meilleur en mission humanitaire. J'ai travaillé au Rwanda. Il y avait autant d'ONG qu'il y avait de communes. Donc c'était la foire d'empoigne entre les missions humanitaires, chacune bien sûr étant plus à même que les autres de faire le bonheur du peuple à la place du peuple. Autre aspect qui m'a révulsé, quand il y avait des journalistes qui venaient, il fallait leur montrer du sang et du malheur. Alors que moi, j'étais partisan de leur montrer un pays qui se reconstruisait et des gens qui faisaient des efforts colossaux pour essayer de se sortir de la merde. Passez-moi le terme. Bon, dans les Balkans, j'y suis arrivé juste après la guerre, c'était le même scénario. Exactement le même scénario. Hein? Alors, je crois, je ne sais pas quoi dire, parce qu'il faut bien des missions humanitaires. Hein? Il y a des gens qui font des trucs extraordinaires. Je pense par exemple, je ne sais pas, à Handicap International dans les pays où il y a eu des bombes, etc. Bon. Mais le marketing des grandes ONG, y compris le développement, on en a eu connu en Albanie pléthore, c'est, je ne sais pas comment qualifier ça. Alors je ne sais pas si je réponds à votre question. Alors ceci étant, au niveau des personnes, je distingue toujours les personnes et les appareils. Hein. Il y a des personnes qui s'y donnent à fond et qui sont vraiment dans le... Effectivement, qui sont dans le solidaire. Hein. Mais dans quel contexte? Y a-t-il une autre question? Bonsoir. Toujours par rapport à l'expérience des Balkans. En fait, moi j'ai une expérience en Bulgarie, donc c'est un peu, je pense, un peu pareil en ce moment. Pays en croissance. Je voulais savoir en fait comment vous expliquez un peu le fait que, moi j'ai essayé de trouver une association qui puisse m'offrir un stage dans l'écotourisme, et en fait j'ai pas trouvé finalement. Et j'ai réussi, oui, un peu à travailler dans la protection des habitats naturels, de l'environnement.
Mais il n'y avait pas, dans la capitale, il n'y avait pas une association qui travaillait dans l'écotourisme finalement, qui puisse promouvoir un peu l'écotourisme. Donc voilà, comment vous expliquez cette... je ne sais pas, c'est quand même des pays en plein développement en ce moment. C'est très marginal l'écotourisme. Et puis les problèmes sont souvent dans un premier temps ailleurs. Vous parlez des Balkans. Bon, moi je travaillais avec les agences de démocratie locale. Je vous cache pas que alors qu'on était là pour monter des projets de développement pour réconcilier les communautés, les 2 premières années, l'essentiel des crédits est allé à remettre les gosses à l'école, à remettre debout les femmes violées et des trucs comme ça. Hein. Et l'économie... bon, alors après, progressivement, avec des bonheurs très différents selon les zones, on a fait autre chose. Il y a, dans le durable, il y a un problème d'urgence. Vous savez, on parle souvent en manière de durable de viabilité, de vivabilité et de reproductivité. Bon, c'est comme une pyramide de Maslow. Hein. Vous ne pouvez pas pénétrer les cercles supérieurs avant d'avoir réglé des gens qui sont dans la viabilité des entreprises. J'ai trouvé ce cas-là de nombreuses fois. Vous pouvez pas vous leur parlez pas de vivabilité. Ils sont à ramer pour survivre. Hein. Bon, après, quand la survie est faite ou est en bonne voie, là, vous commencez à parler de la vivabilité sociétale et dire qu'est-ce qu'on fait au niveau de la société pour que les jeunes restent, pour que, etc., etc. Et puis après, vous allez commencer à aborder les problèmes de logique du vivant, la reproductibilité, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois protéger, comment je dois valoriser mes ressources pour qu'il y ait un demain pour les générations futures. Alors je pense que dans des pays, je ne connais pas la Bulgarie, mais effectivement, je pense que c'est assez voisin, il y a peut-être une question de timing, hein. C'est trop tôt pour parler de ces sujets. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas planter déjà des jalons, hein. C'est autre chose. Mais c'est dans votre tête et pas dans la leur. Bonsoir. Dans votre présentation, d'après ce que j'ai compris, vous mettez un peu en opposition finalement une espèce de schéma de développement global à des initiatives individuelles par exemple de personnes qui vont acheter les services d'un tour opérateur de tourisme durable. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir aussi des initiatives individuelles de développement global ? En fait, développer le système dont vous avez parlé auparavant dans votre présentation, en intégrant les populations locales, en les formant, etc. etc. J'ai plutôt l'impression que ça pouvait s'inscrire plutôt dans un programme public avec énormément de moyens. Non, pas nécessairement. L'exemple que je vous ai pris hyper rapidement sur la Guyane, avec le schéma compliqué. Voilà. Le schéma là sur la Guyane, c'est pratiquement une fille de 23 ans qui était à l'origine de l'affaire. Et moi, j'ai simplement travaillé avec elle le plan stratégique, quoi, dire par où faut commencer, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et donc, c'était une initiative presque individuelle qui a été relayée par une population locale quand elle a compris qu'il s'agissait de sa survie, et qui, justement, n'a pas été relayée par les institutions. Justement. Il faut les deux, en fait. Parce que les besoins sont tellement immenses à ce niveau-là. En fait, il faut quelqu'un qui assure qu'il soit le levain dans la pâte, qui agisse à la base. Et puis, il faut bien, à un moment donné, que les volontés locales et les énergies locales croisent le chemin de moyens plus conséquents, qui sont moins de l'argent qu'une capacité à mettre en œuvre une démarche de longue haleine et de la faire suivre. Hein, c'est ça l'essentiel. L'argent, ça sert souvent à conforter
cette démarche, mais c'est tout. Alors, ceci étant, vous aurez toujours les tenants de l'un ou de l'autre. Hein. Y a, comment on appelle ce petit oiseau là? C'est le colibri. Il y a la célèbre fable là, du colibri. Bah oui, effectivement. Si chacun faisait à son niveau déjà ce qu'il peut faire, par exemple, touriste ne pas se comporter comme un goujat, touriste ne pas arriver sûr de sa vérité d'homme blanc et d'occidental, etc., etc. Bon, ça serait déjà mieux. Mais ce faisant, il ne faut pas sombrer dans l'inverse, se culpabiliser. Comme je vous l'ai dit vertement tout à l'heure, les populations locales, moi je les sens, je les pense terriblement semblables à nos populations occidentales. C'est-à-dire il y a de tout, c'est un ramassis de combinards, de gens qui ont des intérêts privés, parce qu'ils sont dans la survie, etc. Et donc à ce niveau-là, on touche l'essence de l'humain, hein, qui est la même partout. Donc alors effectivement, il y a un énorme travail pour commencer à assembler les fils, nouer les fils. Le rôle d'un animateur, un bon animateur, c'est un noueur de fils. Hein. Autre image que je prendrais pour un animateur, parce qu'après tout c'est de ça qu'il s'agit, c'est l'image de la limaille de fer. Si l'aimant est trop loin de la limaille de fer, elle n'avance pas. Si elle est trop près, elle est collée dessus et il ne se passe rien. C'est-à-dire il faut que l'aimant soit sans arrêt à la bonne distance pour que la limaille avance. Et bien faire de l'animation auprès d'une population, c'est pareil. Il faut ne jamais être là où la population vous attend, et il faut avancer. On n'est jamais quitte de rien quand on fait du développement. Allô. Bonsoir. Donc en fait, j'avais une question par rapport à l'état actuel en fait de l'écotourisme. Je voulais savoir si l'arrivée des nouvelles technologies et même au niveau des générations, ça n'allait pas bouleverser en fait le système, parce que maintenant on sort du contexte où c'est le géant tour opérateur un peu colonialisme qui vient dans une destination et qui impose ses lois en fait, qui transforme la population en employés. Et on pense que maintenant, enfin, on tend vers un système qui donnera plus d'accès à la population locale de pouvoir se développer par elle-même. Alors encore faut-il qu'elle ait accès à Internet et à ce genre de technologie. Hein. Deuxièmement, pour moi, ça n'est que des outils. Donc c'est utilisé par tout le monde. Et au jeu de l'utilisation des nouvelles technologies, ceux qui ont l'argent, le savoir, le pouvoir pour être très réactifs, ont toujours un temps d'avance sur les autres. Donc pour moi, très franchement, j'ai tendance à dire que les nouvelles technologies offrent une opportunité supplémentaire pour les militants, entre guillemets, du développement, mais rien de plus. Parce que ça n'est qu'un outil aussi qui est l'enjeu de tout le monde. Mais effectivement, ça peut permettre de mieux connaître, d'avoir accès. Vous savez, oui, enfin. Une autre question. Il y a une chose aussi que je n'ai pas dit tout à l'heure sur le tourisme c'est paradoxal parce que je me suis beaucoup occupé de tourisme de découverte et de métier sportif de la montagne, et je n'aime pas le tourisme et j'aime pas les touristes. Parce que, ne serait-ce que pour une raison principale, deux raisons, je déteste être embrigadé. Chaque fois qu'on m'a donné un ordre, j'ai démissionné. Et puis, pour une autre raison, c'est que je pense que la découverte est le plus de jouir dans le domaine du tourisme, c'est de se façonner soi-même son produit. Et donc déjà là, il y a un écart considérable entre essayer d'acheter l'aventure, c'est-à-dire en fait une succédanée d'aventures. Vous voulez aller dans les Pyrénées parce qu'il y a l'ours, mais en priant le ciel de jamais le rencontrer.
Parce que vous avez même peur des vipères. Alors René, si finalement on veut être touriste solidaire et équitable, en sortant d'ici et d'agir, qu'est-ce que vous nous recommandez de faire? Où aller? Quoi faire? Avec qui? Comment? Pour combien? Ou alors peut-être rien du tout, ne rien faire et rester chez soi. Vous voulez être solidaire? Je fais mienne ce que disaient les tiers-mondistes des années 60, c'est-à-dire rester chez vous et lutter politiquement chez vous pour qu'on n'écrase pas ces pays. Eh ben merci. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour toi, Nathalie? Non? Bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci à René. Et n'hésitez pas à venir le voir si vous avez d'autres questions. Bonne soirée à vous. À très bientôt.